Hey guys, salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Livrement Addict. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour l'update lecture du mois de février, qui ne va pas être complet dans cette vidéo puisque j'avais pas forcément envie de vous reparler des livres que j'ai lus pour le challenge du mois de la romance qui est organisé par Ludo, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Je vous mets la vidéo juste ici, il y a 5 livres qui sont de véritables pépites à découvrir si jamais ça vous intéresse et que vous n'avez pas encore vu la vidéo. Et donc pour éviter tout type de répétition, je vais plutôt me concentrer sur les autres lectures que j'ai faites, à savoir 5 autres. On a Legendborn, on a Guild, on a Titan, la saga spin-off de Covenant de Jennifer Larmenschoudt, Nos âmes louves, qui est une sorte de réécriture de la mythologie nordique, et on a également de la bitlite avec Chasseuse de vampires. On débute avec ce livre que vous avez vu passer absolument partout sur les réseaux, hein, on va pas se mentir, on va pas se le cacher. Outre le fait que Nina en a fait une énorme propagande l'année dernière puisque c'était l'un de ses gros coups de cœur, la saga complète, enfin en tout cas tous les tomes qui sont sortis jusqu'à présent puisque le tome 5 sort en 2023 en VO. Bref, elle a fait une propagande de malade et du coup avec la sortie VF chez Hugo dans leur collection Romantasy, pareil comme c'était le premier livre qu'ils proposaient dans leur nouvelle collection, ils ont pas fait les choses à moitié et j'ai été extrêmement intriguée par The Plighted Prisoners, donc la saga d'Oren en français. Guild, le premier tome, a été une lecture extrêmement... Alors je dirais pas bonne parce que j'ai vraiment levé les yeux au ciel un nombre incalculable de fois. C'est un roman qui est problématique puisqu'il soulève des problématiques, mais pour autant je comprends l'engouement et la hype qu'il y a autour de cette saga et j'ai d'ailleurs, vous l'avez vu dans mon dernier book haul, déjà acheté les tomes 2 et 3 qui m'attendent sagement dans ma pile à lire. Si jamais vous ne savez pas de quoi parle Guild, on va suivre Oren qui est l'une des concubines, la favorite, la pouliche je crois qu'ils ont traduit ça comme ça en français, la pouliche favorite du roi Midas. Vous connaissez Midas peut-être à travers la mythologie grecque, c'est ce roi qui était capable de tout changer en or et donc Oren vit dans cette cage dorée, elle est spectatrice de plein de choses et elle ne peut pas s'enfuir du palais, de toute façon elle n'a pas vraiment envie, elle voue une espèce d'amour et l'idole ce roi qui l'a sauvée des rues, sachant qu'il partage en même temps un petit secret qui n'est pas forcément connu de tous non plus. On a quelques petits retournements de situation qui étaient les bienvenus et qui étaient très chouettes et qui ouvrent sur une suite avec beaucoup plus de potentiel. Bref, relation quand même très toxique entre Midas et Oren, qui n'a jamais quitté le palais, qui n'a jamais quitté sa cage dorée depuis 10 ans et chose qu'elle va devoir faire suite à différents événements, je ne vous dirai pas lesquels pour ne pas vous spoiler, et sauf que lorsqu'elle va se retrouver sur la route, elle va être poursuivie par des mercenaires, il va se passer énormément d'événements qui vont venir complètement chambouler sa vie, son existence à elle et aux autres concubines d'une certaine manière. Et voilà, et je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il y a toute une dimension fantasy que l'on découvre au fur et à mesure des pages, notamment sur la deuxième partie de ce premier tome, qui ouvre vraiment sur le potentiel de l'univers et Midas, Midas, j'ai envie de lui dire bye bye parce que c'est un homme extrêmement toxique, un énorme et pervers narcissique. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans ce bouquin qui peuvent en choquer plus d'un, qui peuvent choquer plus d'une personne, donc vraiment attention, un livre à ne pas mettre entre toutes les mains. Gros trigger warnings pardon, sur tout ce qui est violence sexuelle, sur voilà, agression sexuelle, agression morale, agression physique. Bref, il y a des choses qui sont vraiment pas évidentes à lire. Moi j'ai tiqué quand même plusieurs fois, mais après c'est fait exprès parce que c'est fait pour dénoncer. Et je pense que, au vu de la suite, on a une héroïne qui va vraiment évoluer de manière beaucoup plus positive par rapport à tout ça. Et c'est bienvenu d'ailleurs, c'est vraiment bienvenu. Mais si jamais vous avez lu Guild, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai également lu en e-book et écouté une partie en audio le premier tome de la duologie Nos âmes louves de Juliette Pierce, donc lecture faite de manière commune avec ma petite Kimi Collection. Autant Kimi a déjà lu le tome 2, l'a dévoré, l'a fini, moi je suis beaucoup plus sceptique. Alors il y a d'énormes points positifs à cette saga, notamment la mythologie nordique, puisque l'autrice est passionnée par cette mythologie là, et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude forcément de la voir dans tout ce qui est bitlit, littérature jeunesse, etc. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, mais d'un autre côté j'ai trouvé que c'était très lent, qu'il y avait un énorme problème de dynamisme, que le rythme était lent. Je vous l'ai dit,
c'était même, c'est même ennuyeux à certains moments, enfin je comprenais pas où on voulait en venir, ouais, bon, j'ai eu énormément de mal à me plonger dans cette histoire qui pourtant peut être intéressante et la fin a vraiment attisé ma curiosité, donc c'est pour ça que je ne sais pas encore si je lis le tome 2 ou non. En tout cas sachez que dans cette duologie on va rencontrer Freya qui est une demi-louve, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de se transformer, et suite à un incident avec son petit ami qui n'est autre qu'un héritier d'une meute rivale, elle se retrouve à partir, à abandonner entre guillemets sa meute, et voilà, elle a besoin de prendre un petit peu de temps pour elle, des vacances on va dire, etc. Sauf que elle va vite être rattrapée par le temps. Sa mère, son alpha, est assassinée, tuée, elle disparaît, enfin bref, Freya est persuadée qu'elle n'est pas morte, mais elle doit revenir pour sa meute et engendrer le rôle d'alpha à son tour, chose qui est absolument pas évident quand vous êtes une demi-louve et que vous n'êtes pas capable de vous transformer. Sauf que ça c'est sans compter sur l'arrivée d'un autre alpha qui ne va pas la laisser indifférente d'une certaine manière, voilà, donc on a une espèce de pseudo-triangle amoureux et c'est ça qui m'a gonflé dans le premier tome. On a cette espèce de triangle amoureux qui perdure jusqu'à la fin du premier tome. Et bon, vu des événements de la fin du tome 1, je pense que ça va vite être vu, mais bref, tout ça pour vous dire que ce personnage masculin va venir un petit peu foutre le bordel et que Freya va réaliser que énormément de choses se trament, puisque en même temps il y a une espèce de maladie qui est présente, qui se répand chez les loups, les dieux qui se réveillent et ils ne veulent pas attiser la colère des dieux on va dire, donc bref, il y a toute cette mythologie là qui a une énorme importance dans l'histoire, qui est très intéressante. J'ai beaucoup aimé la façon dont la hiérarchie dans les meutes était construite, la façon dont l'autrice apporte une sorte de touche féministe à son histoire, parce que c'est vrai qu'on a généralement ce problème dans tout ce qui est bitlit avec les loups-garous, avec ces meutes qui sont très patriarcales avec l'alpha et compagnie. Là le fait que ce soit des rôles qui puissent être tenus par des femmes change un petit peu la donne et j'ai trouvé que c'était très bien fait, et quand on ajoute le côté mythologique c'était très intéressant. Mais voilà, entre le triangle amoureux, entre le problème de dynamisme, de rythme, les lenteurs qu'il y a eu, plus Freya qui moi m'a largement tapé sur le système à certains moments, j'ai envie de vous dire, c'est plus un flop, une déception qu'une bonne lecture pour l'instant. Après je pense que je peux être agréablement surprise par la suite, donc affaire à suivre. Si vous voulez un avis beaucoup plus positif, je vous invite fortement à aller voir la chaîne de Kimi quand elle en parlera, parce qu'elle en parlera quand même mieux que moi de ce côté-là. J'ai également lu Titan, le premier tome spin-off de la saga Covenant de Jennifer Larmentrout. Je précise vraiment, je l'ai déjà fait dans mon book haul mais je le refais là. Vraiment, j'insiste, ne lisez pas Titan, ne lisez même pas que le résumé de Titan si vous n'avez pas lu Covenant, si vous n'avez pas terminé la saga puisque ça va vous spoiler. C'est ça qui est pénible avec J'ai lu, ils ont déjà fait le coup avec Dark Elements, quand Storm and Fury est sorti également, puisque Storm and Fury c'est la saga spin-off de Dark Elements, ils ne l'ont pas précisé de la même manière je crois. Est-ce que pour Origin ils l'ont précisé que c'était la suite de Lux? Je crois pas, non plus. Bref, méfiez-vous absolument de tous les livres de Jennifer Larmentrout qui sortent chez J'ai lu, renseignez-vous vraiment absolument avant parce que vous allez vous spoiler toute la saga, d'autant plus si vous lisez ce premier tome parce que vraiment on revient sur quasiment tous les événements qui se sont passés sur les 5 tomes, alors en synthétisant énormément hein, si vous voulez, mais les gros événements majeurs, retournements de situation, ils sont explicités dans ce premier tome et je peux même pas vous dire sur qui ça porte finalement puisque je ne veux pas vous spoiler. Sachez que j'ai eu un énorme, c'est une façon de parler, problème en lisant ce livre puisqu'on est toujours dans ce côté mythologie grecque si jamais vous n'avez pas lu Covenant. Je vous laisse le résumé dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. De même pour Titan, donc faites attention quand vous cliquez sur le bon lien. Je veux vraiment pas vous spoiler quoi que ce soit, mais sachez que effectivement j'ai eu un souci puisque on va suivre dans ce livre une jeune femme qui s'appelle Josie qui va être retrouvée et qui a un lien plus ou moins avec la mythologie grecque. Je ne vous en dis pas plus pour encore une fois ne rien vous spoiler. Et j'ai eu un problème, je vous en ai parlé sur Instagram, c'est-à-dire que, et ça s'est accentué en fait, c'était présent au début du roman et ça s'est à nouveau accentué, intensifié sur la fin du roman et j'ai trouvé ça assez pénible. Et c'est juste une idée que je me fais, enfin une idée, c'est pas une idée, c'est un constat que je me fais depuis quelques temps dans les romans young adult, new adult, parce que je trouve que Titan est davantage new adult que YA, ce qui est pas le cas de Covenant qui est d'autant plus young adult.
finalement. On a une héroïne ici qui ne rentre soi-disant pas dans les cases, les catégories sociétales dans lesquelles on range les femmes, vous savez, où il faut correspondre à un certain type de corps, avoir un certain physique, etc. Et dès lors où on a ce genre d'héroïne qui sort un petit peu du lot, même si j'aime pas trop dire ça, elle va pas pouvoir s'empêcher de se comparer aux autres protagonistes féminines. Et là, moi ça commence à me gonfler, puisque ce n'est que le reflet de notre société, mais du coup je trouve que les autrices notamment, puisque c'est souvent des autrices qui, en tout cas de ce que j'ai pu constater, de ce que j'ai pu lire, qui ont ce genre de style d'écriture là et qui le mettent en avant de manière consciente ou inconsciente, je suis pas là pour pointer du doigt, mais c'est juste que on a ces femmes qui sont mises en compétition à travers la fiction. Alors je veux bien que ce soit un reflet de notre société, mais du coup, si c'est le reflet de notre société, parce que c'est comme ça qu'on éduque les jeunes filles encore aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas suffisamment de recul pour beaucoup, pour se dire non, en fait, c'est pas toi la plus belle, c'est pas toi la plus ceci, c'est pas à toi d'être la plus machin, t'es pas assez ou truc, enfin, tu es qui tu es, et je trouve que il y a trop de comparaisons sur le physique et on a cette mise en compétition de la jante féminine comme si elle devait absolument correspondre à un idéal pour justement répondre à des attentes sociétales et plaire à la jante masculine. Et je vous assure que ça commence vraiment à me gonfler parce que la femme elle est pas là pour plaire aux hommes en fait. La femme n'a pas besoin d'avoir un corps idéal, la femme n'a pas besoin d'être en compétition avec les autres filles en mode survie ou en mode oh là là moi j'ai des hanches qui sont trop larges, elle a des jambes qui font 2 mètres de long, elle est trop belle, enfin oui mais enfin même avec tes hanches larges en fait, et avec tes hanches larges tu peux être absolument magnifique et tu es absolument magnifique, donc je pense vraiment que c'est une maladresse qui est de plus en plus récurrente chez les autrices parce que ce que je vous dis, on n'a pas ce recul là nécessaire et suffisant, mais d'un autre côté, même si c'est le reflet de la société, je trouve que ça fait qu'amplifier et qu'intensifier justement ce regard qu'on peut porter les unes sur les autres, et si on commençait par arrêter de véhiculer ce genre de message à l'écrit, est-ce que ça permettrait pas finalement de changer un petit peu la donne dans notre société? Alors ça se fait pas en un claquement de doigts, on est bien d'accord, mais la question se pose quand même. Voilà, c'était la parenthèse débat, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires, je suis très curieuse de savoir quel est votre avis par rapport à ce sujet, est-ce que vous l'aviez remarqué ou non, et qu'est-ce que vous en pensez tout simplement. Je poursuis très rapidement avec un livre que j'ai réécouté, enfin relu, mais en l'écoutant cette fois-ci. C'est Chasseuse de vampires de Nalini Singh, c'est le premier tome. Le sang de l'ange ou le sang de l'archange, je ne sais plus le titre. Bref, je vous mets la couverture juste ici. C'est un livre que j'ai lu pour la première fois, je sais plus si c'était en papier ou en e-book. Bref, c'était en 2017 et j'étais absolument pas dans la Bitlit à ce moment-là, je comprenais pas du tout l'engouement qu'on avait autour de la Bitlit et c'était très compliqué pour moi de me plonger dans ce genre d'univers. Il y avait que Rebecca Keane, le premier tome, qui m'avait vraiment plu finalement. Et je sais pas pourquoi, là j'ai eu envie de réécouter le premier tome de Chasseuse de vampires. Et j'ai trouvé ça pas mal. 6 ans plus tard, j'ai trouvé ça pas mal. Donc j'ai envie de vous dire, ne jamais dire jamais. Comme quoi parfois réécouter, relire certains bouquins qu'on n'avait pas forcément aimés change un petit peu la donne avec le temps. Parce que les attentes sont plus les mêmes et qu'on évolue aussi en tant que lecteur et dans nos goûts littéraires. En tout cas c'est mon cas depuis quelques mois maintenant. Et même si c'est loin d'être un coup de cœur ce premier tome, il y a beaucoup de choses dont je me souvenais pas forcément, j'avais des bribes de souvenirs on va dire, mais c'était très chouette de replonger dans l'univers, même s'il y a quelques petites choses qui m'ont fait un peu grincer des dents puisque c'est une saga qui date un petit peu, donc forcément, encore une fois, il y a des choses qui étaient faites et qui avaient qui étaient dites d'une certaine façon, qui étaient retransmises d'une certaine façon il y a 10 ans, qui ne se fait plus maintenant, donc il faut avoir le recul nécessaire aussi pour se dire oui mais ça a été écrit en telle année, donc voilà, c'est pour ça que parfois je grince un peu des dents, mais c'était chouette de retrouver Elena du coup, qui est une chasseuse de vampires née, qui a un don naturel en fait pour la chasse de vampires, et en plus elle a un talent assez inné, c'est-à-dire qu'elle est capable de flairer les vampires, donc finalement c'est assez peu commun, et ce don va lui attirer
des ennuis d'une certaine manière, puisqu'elle va être convoquée par un archange. Donc à savoir que dans cette société on a les archanges qui transforment les humains en vampires selon certains critères, et voilà, et on a des chasseurs de vampires lorsque les vampires ne veulent pas remplir leur part du contrat envers les anges et les archanges. Donc bref, Elena va être convoquée par l'archange Raphaël pour retrouver quelqu'un, je ne vous dis pas qui, je ne vous dis pas comment, parce que ce serait vous spoiler une bonne partie des événements de la saga, enfin du premier tome en tout cas, et Elena va pas trop avoir le choix que d'accepter puisqu'on ne dit pas non à un archange, et elle va se retrouver dans la mouise. Voilà, elle va se retrouver dans la mouise à tenter d'accomplir cette mission qui va la mettre en danger, elle et ses proches, et en même temps on a une romance qui va débuter avec cet archange qui est un personnage assez mystérieux, qui peut paraître très arrogant, qui a beaucoup d'assurance, qui est très sûr de lui, enfin voilà, qui est le stéréotype même du mec quoi, dans la bitlite d'il y a 10 ans, mais très très sympa quand même malgré tout. Il y a des scènes qui sont très visuelles, alors même si je l'ai écouté en audio, j'arrivais très bien à m'imaginer certains passages, et ça peut être un peu sanglant, ça peut être... vous pouvez avoir des hauts le cœur, voilà, ne pas écouter ou lire ce bouquin avant ou après avoir mangé, ça peut vous couper l'appétit, vous donner envie de vomir, même si comparé à Nevernight, il n'y a pas ce côté complètement sanguinolent qui est omniprésent, mais du coup on a des scènes parfois avec des psychopathes qui sont assez dense, assez imagé finalement, et donc si vous êtes très sensible de ce côté-là, peut-être passez votre chemin. Et enfin je vais terminer cet update avec une super belle lecture que j'ai eue en février, c'est Legendborn. Genre je vous ai pas sorti mon exemplaire en français que j'ai lu finalement, même si je l'avais commencé en VO, je l'ai terminé en VF, si jamais vous avez pas vu mon reading vlog, je vous le remets juste là. C'est pas un coup de cœur parce que le style de l'autrice en VO est très dense, et qu'il m'a fallu bien 100-150 pages pour vraiment plonger dans l'univers et après ne plus réussir à lâcher le bouquin littéralement. Mais avec Kimi on a prévu de lire le tome 2 quand il sortira en français là au printemps, et je pense que ça va être une très belle lecture parce que beaucoup disent que le tome 2 est encore meilleur que le tome 1, et vraiment j'ai trouvé que le premier tome était absolument incroyable. Du coup dans cette histoire on va suivre Brianna alias Bri, qui est une jeune ado de 16 ans qui suite au décès de sa mère dans un accident de voiture va décider de partir d'une certaine manière. Elle a besoin d'une sorte d'émancipation un petit peu précoce puisqu'elle part sur un campus pour suivre une sorte de cursus un petit peu spécialisé si vous voulez, sauf que une fois arrivée là-bas elle va être témoin d'événements qui vont rassembler créatures maléfiques et malveillantes et jeunes étudiants qui les repoussent à l'aide de pouvoirs magiques et de autres armes voilà, qui sortent tout droit des légendes médiévales. Et en fait effectivement Bri va découvrir qu'il y a une société secrète, une parmi tant d'autres, mais notamment celle-ci avec des Legendborn, des légendes vives, donc c'est une réécriture de la légende arthurienne. Et ce qui m'a particulièrement plu, c'est la façon dont l'autrice, qui est une romancière afro-américaine, elle arrive à mêler l'histoire de la civilisation des États-Unis avec l'histoire de la population, de la communauté noire, avec la légende arthurienne. Elle a fait un travail absolument incroyable, elle a réussi à lier des événements fictifs, à lier des événements liés à des légendes arthuriennes avec des éléments historiques, et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Vraiment, je crois que c'est le mot qui ressort le plus pour décrire ce bouquin. Je ne m'y attendais pas, il y a énormément de retournements de situation. Quand vous avez des chapitres où vous n'avez pas de l'action en veux-tu en voilà, vous avez des révélations sur révélations qui font avancer l'histoire. On a vraiment de l'importance dans l'inclusion des personnages et leur diversité, puisque je vous l'ai dit c'est une autrice noire et donc son héroïne est noire et ça apporte de la diversité, et je vous dis il y a toute cette histoire de la civilisation, de la communauté noire, notamment dans le sud des États-Unis, qui est extrêmement présente, qui vous donne une claque, même si vous connaissez pas forcément ce qui s'est passé aux États-Unis, que vous avez quelques idées, quelques restes de cours du lycée ou du collège. Ça peut pas vous laisser indifférent, c'est extrêmement touchant, c'est extrêmement bouleversant quand on y réfléchit, quand on prend vraiment conscience des choses, et même en connaissance de cause, connaissance de cause, c'est pas vraiment ça, mais quand vous avez connaissance de ce qui s'est passé, de ce qui se passe toujours dans l'actualité,
c'est bouleversant et vous vous dites mais quel génie, mais quel... Enfin c'est fait vraiment avec brio. On a des retournements de situation sur la fin qui sont complètement what the fuck, tu les vois pas venir et j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Je suis trop déçue que ce soit pas un coup de cœur parce qu'il était vraiment super et je désespère un peu parce que j'ai beaucoup de bonnes lectures depuis janvier mais toujours pas de coup de cœur, donc ça commence un petit peu à m'agacer, je vous avoue, mais je ne peux que vous conseiller de lire cette saga dont le 2e tome et dernier tome sera disponible en avril chez J'ai lu. J'en ai terminé avec cette partie de cette lecture, vous voyez pourquoi je ne vous ai pas remis toutes les romances que j'ai lues en février également, parce que sinon ce book haul, n'importe quoi, cette update lecture allait être bien trop long. Du coup, si jamais encore une fois ça vous intéresse, je vous mets tout ici ou dans la barre d'infos pour les romances. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres qui vous avez déjà lus, ce que vous en avez pensé, est-ce qu'il y en a qui vous tentent. Et pour l'emoji du jour, eh bien écoutez, on va mettre un emoji de couleur bleue. J'ai envie parce que je viens de voir la couverture de Legend Brown et que j'avais envie de mettre un emoji de couleur bleue. Voilà, tout simplement. Du coup j'en ai terminé avec cette vidéo cette fois-ci, je vous laisse tranquille, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures et je vous dis à la prochaine sur la chaîne, prenez soin de vous. Ciao.